Donc bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Euh, donc voilà, dans cette deuxième séance qui va traiter de la série de TD, donc en fait c'est un TD. Donc bon, il faut savoir que dans ce cours, il n'y a pas de TD, d'accord? Il n'y a pas de TD dans ce cours. Le cours est organisé comme suit dans le Canva, c'est-à-dire dans le Canva du cours. Il a été conçu comme suit, c'est-à-dire un cours magistral et un TD. Très bien. Donc bon, j'ai rajouté dans le cours donc des exercices que j'ai appelés TD, mais en fait ce sont des exercices qui sont des supports de cours. Très bien. Donc la série de TD que vous avez, j'appuie sur TD, donc on est arrivé à l'exo. On a fait l'exo 3, d'accord, qui traite de l'apprentissage. Donc on avait fait en séance vidéo l'exo 3 et sa solution qui traite de l'apprentissage automatique d'un neurone, pour un problème linéairement séparable, d'accord, avec la règle delta. Très bien. Pardon, donc on avait fait ça en détail, et je vous ai laissé le soin de faire l'exo 4, très bien, qui est en fait l'apprentissage d'un seul neurone, mais avec la règle du perceptron, qui est encore plus facile que la règle delta. Hein. C'est plus facile que la règle delta, puisqu'il n'y a pas de dérivée, et donc il n'y a pas d'utilisation de la... c'est-à-dire voilà, de la dérivée, et donc de comment écrire la dérivée en fonction de la sortie. Donc, il n'y a pas cette transposition de la dérivée par rapport ou en fonction des y de la sortie. Très bien, donc c'est encore plus facile. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans cette série? Il nous reste donc l'exercice 5 et l'exercice 6. Très bien. Donc, très bien. Je vais commencer par l'exercice 6 parce qu'il concerne l'apprentissage, c'est-à-dire les calculs d'apprentissage et les étapes d'apprentissage. L'exercice 5 est plus des questions de cours et qui va traiter du surapprentissage et comment on traite ou qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ou pour trouver ou pour détecter le surapprentissage. Donc très bien. Donc je vais sauter à l'exercice 6 qui est plus intéressant en termes d'informations qu'on va donner en termes de méthode de calcul parce qu'en fait il va appliquer la règle de rétropropagation du gradient, hein, rétropropagation du gradient. Donc c'est la règle la plus, si vous voulez, complète, hein, ou la plus, bien sûr par rapport à notre cours, hein, par rapport au cours et par rapport au perceptron multicouche. C'est la dernière règle, ou c'est la règle générale, hein, pour faire l'apprentissage du perceptron multicouche. Très bien. Donc voilà ce qu'on a. Donc l'exercice 6, c'est quoi? Donc on a toujours un problème combinatoire, donc soit le problème du inclusif, donc 1 si les entrées sont similaires, et 0 autrement. Très bien. Donc on a ce problème-là. Et première question, donner le réseau de neurones artificiels qui résout le problème. Donc là, ce qu'on veut dire, c'est donner le réseau de neurones artificiels, et donc la solution, bien sûr, il n'y a pas une seule solution, il y a une multitude de solutions, comme pour tout problème en utilisant le paradigme des réseaux de neurones artificiels. Hein. Donc, si un neurone résout le problème, vous le solutionnez avec un neurone. Sinon, vous rajoutez et puis vous donnez le nombre de neurones adéquat pour résoudre le problème. D'accord. Bon, bien sûr, si vous voulez répondre correctement, vous allez intuitivement dire, voilà, on va utiliser 100 neurones et vous donner un réseau à 100 neurones. Oui, ça va solutionner le problème. Mais là, vous allez dans la facilité. Hein. Donc, vous essayez de gagner des points, si c'est un examen, en disant, voilà, 100 neurones résout le problème, et voilà mon réseau qui résout le problème. Mais ça prouve que vous n'avez pas compris hein, l'adéquation entre la complexité du problème et le réseau de neurones qui le résout. Donc, quand je dis donner le réseau de neurones qui résout le problème, essayez de donner le réseau de neurones le plus simpliste
hein, ou le plus basique pour résoudre ce problème-là. Très bien. Parce qu'après, il va y avoir des calculs à faire. Et donc, si vous donnez un réseau de neurones qui contient 100 neurones, les calculs vont être plus compliqués, plus complexes. Allez. Compliqués, non, mais complexes. Très bien, parfait. Très bien. Donc, la première question, c'est on a le problème du ou inclusif. Donc, le ou inclusif. 1 pour les données similaires et 0 autrement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre problème qui a 2 dimensions. Notre problème a 2 dimensions. Voilà. Alors, 1 pour les données similaires. Donc, 1, 1. Ici, je vais me retrouver avec 1 en sortie. Ici aussi, 1 en sortie. Et là, je vais me retrouver avec des zéros. Voilà. Très bien. Donc, voilà mon problème. Donc, ce problème-là, est-ce que je peux le résoudre, ce problème de séparation, est-ce que je peux le résoudre en utilisant une droite? La réponse est bien sûr non, parce que quelle que soit ma droite, quel que soit où est positionnée ma droite, j'aurai toujours un 1 avec 2 zéros, hein, ou un 0 si je pose ma droite comme ça, ou un 0 avec 2 1. Je n'arriverai pas avec une seule droite à séparer correctement les 1 des 0. Donc, la solution, si vous voulez, minimaliste, ou la solution la plus simple, c'est d'avoir, j'ai des problèmes avec ma souris, c'est d'avoir en fait deux droites. C'est d'avoir deux droites qui résout le problème. Donc ce problème-là, la solution plutôt ou inclusive, hein, est la même. Si vous vous rappelez bien, on a fait un exercice. Hein, on a fait un exercice. Je vais vous le rappeler. En fait, est la même que l'exercice 2, d'accord, pour la séparation des zéros, des hauts et des étoiles dans l'exercice 2. Donc, si vous vous rappelez bien, hein, lors de notre solution, à l'exercice 2, d'accord, lors de notre solution à l'exercice 2, donc vous voyez ici que attendez, le partage d'écran bien. Vous voyez là l'exercice 2. Oui. Donc ça revient à cet exercice-là. Je vais tout de suite revenir aux éléments de réponse que je vais donner. Pourquoi mon partage est en pause? Très bien. Donc voilà. Donc si on revient à ma solution pour cet exercice, vous voyez que c'est un exercice qui, la solution est la même que pour le groupe inclusif. En fait, c'est deux droites qu'on va appliquer. Et donc, si on a deux droites, d'accord, cela implique combien de neurones? Très bien. Donc, la solution est donnée par l'exercice 2, qui est la même. Cela implique qu'on a besoin au moins de deux neurones dans la couche cachée et d'un neurone de combinaison dans la couche de sortie. Donc, on va avoir besoin de 3 neurones en tout et du réseau de neurones le plus simple, hein, qui est de
2 neurones pour la couche cachée et 1 neurone pour la couche de sortie. Très bien. Donc, ma solution va être pareille. La différence entre cet exercice et l'autre exercice, on peut résoudre cet exercice comme on a résolu l'exercice 2. C'est clair. Mais, graphiquement, ça veut dire. Mais, bon, ce qui n'est pas demandé ici. Très bien. Donc, on va faire le réseau de neurones qui résout le problème. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir donc, x1, x1, x2, et on va donc faire notre réseau de neurones. Donc, le réseau de neurones, donc on va voir tout ça qui vont se sommer sommation donc on va avoir 2 sommations, d'accord, on va avoir 2 fonctions d'activation, qu'on va choisir après. On va voir, donc après, bien sûr, une autre sommation, d'accord, une autre fonction d'activation pour le neurone de sortie, hein, et on va voir ça. Maintenant, je vais relier le tout, et donc voilà. Donc on va avoir très bien, x2 aussi qui va affecter le neurone 2. Très bien. Et donc tout cela via les poids. Je vais mettre les poids. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir W11, W1. Là, on va voir W12, W12 qui va descendre. Ici, on va voir W21 et finalement W22. Bien sûr, on va avoir les poids, plutôt les biais de chaque neurone. Donc ici, on va avoir le biais B1, le biais B2, et pareil pour les sorties, donc Y1 et Y2, Z3, Y. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc B3 aussi. Très bien. Donc la fonction logarithme sigmoïdal ou tangente sigmoïdale. D'accord? Z1, Z2, Y1, Y2. Ça, c'est les sorties. Multiplié par, donc on va voir W31 et W32, les poids, plus le poids, plus ou moins le poids P3. Ceci va nous donner Z3 et finalement pour nous donner Y. Très bien, donc on va faire notre fonction ici aussi, si on veut. Ici, on peut mettre une fonction linéaire. Hein. On peut combiner en sortie, c'est-à-dire la sortie peut être une combinaison linéaire, puisque toute la non-linéarité, en fait, elle va se faire dans la couche cachée. Et bien sûr, on va finir par, bien sûr, le calcul de l'erreur, donc D moins Y, qui va nous donner quoi? Qui va nous donner
T. Et ici, on va avoir un point. Donc, on a Y. Et ici, on va avoir notre E. Parfait. Donc, voilà notre solution pour répondre à la question 1, qui en fait est, donc, pour répondre à la question, donner le réseau de neurones qui résout le problème. Donc, le réseau de neurones qui résout le problème est un réseau de neurones avec deux neurones dans la couche cachée et un neurone dans la couche de sortie. Très bien. Donc, donner les étapes de l'algorithme d'apprentissage de rétropropagation du gradient. Donc, l'algorithme de rétropropagation du gradient se passe en deux étapes. Donc, on ne va pas écrire tout ça parce que tout cela est dans votre cours. Donc, je vais vous donner la page et le paragraphe qui parle de la rétropropagation du gradient. Mais la réponse à cette question est les étapes de l'algorithme d'apprentissage de rétropropagation du gradient sont deux étapes. Donc, la première étape, c'est la propagation avant. Donc, je reviens. Voilà. Donc, la première étape est la propagation avant. D'accord? Donc, la propagation avant, qui va se faire comme ceci. Donc, propagation avant. Très bien. Que fait la propagation avant? En fait, elle va propager les entrées qu'on va multiplier par les poids et les biais. Par les poids, on va rajouter les biais, on va obtenir les z, on va faire passer ça par les fonctions d'activation, on va obtenir les sorties intermédiaires de la couche cachée ou les sorties de la couche cachée, qu'on va multiplier par les poids du neurone de sortie, dans ce cas-là, un seul neurone de sortie. S'il y en a plusieurs, donc ce sera multiplié à chaque fois par les poids de tous les neurones de sortie pour chaque sortie. On va rajouter dans ce cas-là le seul biais qui est le V3, on va obtenir Z3, on le fait passer par la fonction, cette fois-ci sigmoïdale ou linéaire, peu importe. Calculer l'erreur et on a fini la propagation avant. Donc, la propagation avant, si vous voulez, c'est le calcul de l'erreur. Propager les entrées jusqu'au calcul de l'erreur. La deuxième étape, propagation arrière. Donc, propagation avant, calcul de l'erreur. Propagation arrière. Arrière. Mise à jour des poids. Très bien. Donc, propagation arrière, mise à jour des poids. Parfait. Donc là, on est OK. Donc, voilà les étapes de la rétropropagation du gradient. Parfait. Donc, ce qui nous amène à la question 2. La deuxième partie de la question 2, qui est en considérant les poids et les biais initiaux égales à 0,1, ça veut dire qu'on va prendre tous les poids, c'est-à-dire tous les WIJ, donc W11, W12, W21, W22, W31, W32, B1, B2, B3, prendre tous ces poids et ces biais initiaux égales à 0,1. Et en appliquant l'algorithme de rétropropagation du gradient, on va calculer la mise à jour des poids pour une époque entière. Donc, ici, dans cette réponse ou ce TD, on va le faire juste pour un échantillon. On ne va pas le faire pour une époque, puisque c'est un processus répétitif. Vous pouvez le faire chez vous pour vous entraîner, mais le processus est le même. Si vous comprenez comment ça se fait pour un échantillon, alors c'est la même chose pour les 3 autres échantillons qui vont constituer l'époque. C'est quoi les échantillons? Les échantillons sont les entrées 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, qui ont pour sortie, dans ce cas-là, 1, 0, 0, 1. Très bien. Parfait. Donc on va commencer. Et on va commencer par quoi? Par la propagation avant. Donc je vais effacer ça. Alors, je vais effacer cette partie, c'est-à-dire la partie. C'est que la partie. Voilà. Très bien. Et on va essayer de
truc là. Voilà, très bien, parfait. Donc on va commencer. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par le premier échantillon. Le premier échantillon, c'est un X, c'est un grand X, ça veut dire X1, X2, qui va être égal à quoi? À 0, 0. Très bien. Qui aura pour sortie désirée égal 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Très bien. Et on va essayer donc faire la propagation avant pour calculer l'erreur. Donc propagation avant. Propagation avant. Et on y va. Donc pour la propagation avant, qu'est-ce qu'on a? On va calculer d'abord les sorties Y1 et Y2. Pardon. Ici. Ah, donc Y1 et Y2. Parfait. Y3 étant Y. Hein. Très bien. Donc on va calculer Y1 et Y2. Et très bien. Et on va commencer. Donc Y1 égale quoi? Y1. Je vais plutôt l'écrire parce qu'après ça va être plus simple. Donc Y1 égale quoi? Égale F, qui est la même chose. Donc on va prendre F ici. On va voir qu'est-ce qu'on va prendre, tangente sigmoïdale ou log sigmoïdale. Peu importe, c'est pareil. C'est-à-dire les deux peuvent donner une solution. F de quoi? F de W transposé grand X plus biais. Très bien. Ceci égale à quoi? Égale F de W qui sont donc les 0,1, 0,1. N'oubliez pas que les poids et les biais initiaux sont égaux à 0,1, 0,1. Là, on va avoir 0, 0, plus biais, plus 0,1. Le biais étant positif pour cette fois, donc on va le rajouter. Ceci qui va nous donner égal à F de 0,1. D'accord? Très bien. Donc ceci va nous donner F égale 0,1. Parfait. Donc on va calculer. Très bien. Donc on va faire notre calcul. Donc F 0,1. Donc on va calculer. Bon, on utilise quoi? Allez, on va utiliser le log sigmoïdal, par exemple. Donc F égale log sig égale quoi? Égale 1 sur 1 plus exponentielle moins bêta z. Bêta égale à 1, on va le donc moins z. Très bien. Donc ici, ça va être 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,1. Parfait. On va calculer cela. Alors, exponentielle. Donc, exponentielle, expo, 0,1. C'est expo moins 0,1. Ça. Très bien. Donc, expo moins de 0,1, ça va nous donner 0,9. Donc, 0,9, si on calcule ça, donc 0,9, c'est 1 sur 1 plus 0,9. Donc, on va avoir 1 divisé par 1,9. Et on va avoir 0,52. Très bien. Donc, ici, ça va être égal à 0,52. Parfait. Y2, en fait, Y2
vu les conditions initiales, ça va être exactement égal à Y1. Vous êtes d'accord avec nous? D'accord avec moi? Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc Y2 égale Y1. Pourquoi? Parce que W0, W21, W22 étant les mêmes, les biais étant les mêmes, je vais avoir donc f de 0,52, la fonction étant la même, je vais avoir y1 égale f2 égale 0,52. Donc ici, comme on utilise la fonction log sigmoïdale, on ne peut pas avoir de valeur négative. Ça veut dire que si vous avez ici une valeur négative, vous avez fait une erreur. Il faudra revoir votre calcul. Très bien. Donc y1, y2, on a fait le calcul de la, si vous voulez, la couche de sortie, la couche cachée. Pardon. Maintenant, on va attaquer la sortie, le calcul de la sortie de la couche de sortie. Donc, Y3, si vous voulez, ou Y égale Y, allez, égale quoi? Égale F, toujours, puisque c'est le même F. Alors maintenant, vous pouvez avoir un F différent, comme je vous l'ai dit. Ici, on a utilisé les logs sigmoïdes. On ne peut pas utiliser deux fonctions différentes dans la même couche. Donc ici, si j'utilise log sigmoïde, je vais obligatoirement utiliser la même chose pour pouvoir, c'est-à-dire avoir la même fonction décisionnelle, la même fonction décisionnelle dans la même couche. Sinon, le calcul sera biaisé quelque part. Dans la couche de sortie, je peux changer cette fonction. Je peux utiliser une fonction linéaire, je peux utiliser une fonction tangente sigmoïdale à ma guise. Donc, bon, nous, on va essayer de continuer toujours avec la fonction sigmoïdale, f1, 2, 3, fonction sigmoïdale, log sigmoïdale, et on va continuer. Donc, il égale quoi? Égale W31, W32, toujours c'est W transposé X plus B, quels que soient les X, donc c'est W31, W32, qui sont égales à 0,1, 0,1, fois A, fois quoi? Fois les entrées. Les entrées de quoi? Les entrées du neurone de sortie. Les entrées du neurone de sortie sont les sorties des neurones 1 et 2 de la couche cachée. Donc ici, au lieu d'avoir X1, X2, je vais avoir Y1, Y2, plus le biais, qui est de 0,1. Parfait. Et je fais ce calcul. Donc 0,1 fois 0,52, c'est 0,052. Et ici, 0,52 fois 0,1, c'est 0,0052. Donc je vais avoir f de 0,052, je vais avoir donc 0,104 plus 0,1. Et donc je vais avoir f égale f de 0,204 égal. Et je vais faire ce calcul. Ce calcul, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus exponentielle moins
propagation du gradient pour un exercice très simple, c'est-à-dire l'exercice le plus basique ou le réseau de neurones le plus basique qui est le réseau contenant 2 neurones dans la couche cachée et un neurone dans la couche de sortie. Parfait. Donc voilà. Je reviens. À l'exercice. Plutôt, je reviens aussi. Donc là, vous allez avoir, je vais vous envoyer un document où vous allez avoir les éléments de réponse. Donc, ce qu'on a fait ici, vous allez l'avoir. Bon, j'ai un peu changé les choses ici. Donc, j'ai utilisé une fonction tangente sigmoïdale. D'accord, mais ça reste la même chose. Donc, la propagation avant pour le vecteur d'entrée 0, 0, on va avoir le calcul de y1, comme suit. Donc, on va calculer y1, puis on va calculer y2, hein, puis on va calculer la sortie y, d'accord. Mise à jour des poids, on va calculer l'erreur et on va faire la mise à jour des poids du neurone sortie W3, et puis après, on fera la mise à jour des poids des 2 neurones W1, grand W1 et grand W2. Très bien. Donc, on revient à l'exercice. Donc là, si vous continuez pour les 3 autres échantillons, vous avez répondu à la question 2. Il restera la question 3, donc calculer la sortie du réseau avec un vecteur d'entrée égal à 0,1, 0,4. Très bien. Donc là, on veut que vous testiez, voilà, l'exercice veut que vous testiez la généralisation du réseau que vous avez fait. On ne va pas le faire, mais on va en discuter. La généralisation du réseau que vous avez fait en utilisant une entrée 0,1, 0,4. Donc, si vous utilisez l'entrée 0,1, 0,4, en fait, vous allez tester la sortie de votre réseau. Donc, la sortie de votre réseau. Bon, je vais le dessiner ici. Hein. Donc, vous testez la sortie de votre réseau. La sortie de votre réseau pour x1 égale 0,1. Donc, x1, vous êtes là. Et x2 égale 0,4. Très bien. Donc, là, on va être ici. On va être là. Donc, en fait, on est là. Je suis en train de toucher des... Allez. Donc, on est en fait dans cette zone-là. Donc, on est en fait dans cette zone-là. 0, 1, en fait, on est plus dans cette zone. On est plus là. Voilà, on est plus dans cette zone-là. Très bien. Donc, on est dans cette zone-là. Cette zone-là, en fait, c'est un quoi, hein? Ça doit donner un 1. D'accord? En sortie, ça doit donner un 1. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer... Vous allez calculer la sortie 0,1, 0,4 avec les nouveaux poids, d'accord? Avec votre mise à jour. Donc, vous allez calculer la sortie, vous allez faire la phase propagation avant, vous allez obtenir une sortie et vous allez le comparer à quoi? Est-ce que la sortie estimée est satisfaisante? Vous allez voir si cette sortie se rapproche de 1 ou de 0. Si elle se rapproche de 1,
vous dites, mon réseau est capable de généraliser, d'accord? Puisque il était capable de, après quelques, bien sûr, époques d'entraînement, de dire que si l'entrée était de 0, 0, donc la sortie est égale à 1. Là, s'il arrive à dire que la sortie est égale à 1, ça veut dire que votre réseau est capable de généraliser. Sinon, il n'est pas capable de généraliser. Donc c'est ça, c'est juste un test. D'accord? Donc en fait, ce qui nous amène ça, si vous voulez, ceci, ça peut être le test d'arrêt prématuré pour un problème de surapprentissage. Très bien. Donc là, je reviens à l'exercice 5. L'exercice 5, qu'est-ce qu'il dit? Donc, soit la figure 1 donnant l'évolution de l'erreur d'apprentissage et celle de validation. Donc, vous voyez là, on fait le monitoring, ça veut dire de l'erreur d'apprentissage, c'est-à-dire l'erreur qu'on calculait à chaque fois dans l'exercice 6 pour chaque échantillon. Ici, on va le faire pour chaque époque. On va calculer l'erreur pour le premier échantillon, le deuxième échantillon, le troisième échantillon, le quatrième échantillon. Faire une époque. On va faire la moyenne de cette erreur. D'accord? Ou l'erreur en règle quadratique, etc. Bon, c'est pas, peu importe. On va faire la moyenne de l'erreur de l'époque. Et puis, on va faire l'apprentissage pour 500, 600, 700, 1000, 1200 époques. Ça. L'erreur d'apprentissage, elle, va toujours décroître. Imaginons que pour chaque époque aussi, on fasse un test. Ça veut dire qu'on prenne une entrée comme cela, voilà d'autres entrées qui n'ont pas été utilisées pour l'apprentissage. C'est comme si que pour l'exercice 6, on utilisait une entrée différente de celle des données d'apprentissage et qu'on calculait l'erreur. Cette erreur va être appelée erreur de validation. Donc, imaginons qu'on fasse ça pour un problème donné et qu'on obtienne ces deux courbes. La question est, question 1, quelles seront les performances du modèle si on sauvegarde les poids et les biais à l'époque 1000? Donc, imaginons que l'époque 1000, ce soit là quelque part. Si je sauvegarde mes poids et mes biais ici, à ce niveau, est-ce que mon réseau est bon? Est-ce que ma réponse est bonne? Les indices vont m'être donnés par l'erreur d'apprentissage et l'erreur de validation. Mais là, il y a un conflit, il y a une contradiction. Ici, il n'y a pas de contradiction. L'erreur d'apprentissage, si je suis avant 500, l'erreur d'apprentissage et de validation sont à peu près homogènes. Ils se suivent. D'accord? Mais à l'époque 1000, l'erreur d'apprentissage est très bonne, ce qui n'est pas une surprise, parce que l'erreur d'apprentissage va continuer en se dégradant, suivant le principe où la règle de, si vous voulez, de convergence de l'algorithme de rétropropagation du gradient, mais l'erreur de validation va être élevée. Donc, qu'est-ce que je conclus? Est-ce que je conclus que mon réseau est bon? Est-ce que je conclus que mon réseau est mauvais? Même si l'apprentissage est bon, ma conclusion est que les performances du réseau sont mauvaises. Pourquoi? Parce que l'erreur de validation est élevée. Et on ne juge un réseau que par finalité, in fine. On ne le juge que par son pouvoir de généralisation. Ça veut dire que demain, je vais vous évaluer à l'examen et si je ne mets pas de note d'assiduité ou si je ne donne pas de questions de cours, si je donne que des exercices que vous n'avez pas fait en TD ou en cours, je vais vous noter que, je vais vous valider que sur la validation, que sur des choses que vous n'avez pas apprises. Et je vais tester votre pouvoir de généralisation. Pareil ici. Je dis que mon réseau n'est pas bon, même si l'apprentissage est bon. La deuxième question, pourquoi? Parce qu'à partir de l'époque 500, en fait, on est en surapprentissage. À partir de l'époque 500, l'erreur de validation commence à croître et on est en surapprentissage. Question 2, est-il possible que l'erreur de validation décroît au-delà de l'époque 2000? Imaginons que si on continue notre apprentissage, bien sûr l'erreur d'apprentissage va continuer à diminuer, à décroître. Est-ce que l'erreur de validation va croître ou elle a des chances de décroître?
cette question, bien sûr, est problème dépendante. Elle dépend du problème et des données que vous avez et de l'apprentissage que vous avez. En généralisant un peu, l'erreur de validation peut décroître, ce qui est peu probable. C'est possible, mais peu probable. Elle peut décroître si l'erreur à l'époque 500 est une erreur donnée par un minimum local et qu'après apprentissage, le réseau se réorganise et trouve un minimum global ou un minimum local meilleur que celui de l'époque 500. Donc c'est possible, mais peu probable. Généralement, quand le surapprentissage commence à s'opérer, il y a très peu de chances qu'on retombe vers, surtout quand on continue l'apprentissage pendant longtemps. Hein. C'est peu probable. Mais rien ne dit que vous ne pouvez pas. Si ici vous êtes dans un minimum local, il se pourrait que l'erreur de validation retombe après un certain nombre d'époques. Donc c'est pour ça que il faut, quand vous faites votre apprentissage, maintenant bon, les DLL ou les librairies le font automatiquement pour vous. Hein. Il faut sauvegarder les poids et les biais à chaque fois que l'erreur de validation remonte. Ça veut dire qu'il y a une décroissance de l'erreur de validation. Dès qu'elle remonte, je vais sauvegarder les poids et les biais. D'accord? Pour si vous voulez, la première remontée. Et puis après, qu'est-ce que je vais voir? Je vais me focaliser sur l'erreur de validation. Si elle retombe, et si elle remonte, je vais sauvegarder les poids quand elle remontera et vérifier laquelle des deux erreurs est la plus minimale et bien sûr garder les poids de la meilleure erreur de validation. Très bien, maintenant, la question 3. Imaginez que vous faites votre apprentissage, vous checkez ou vous vérifiez qu'il n'y a pas de vous vérifiez que vous gardez, c'est-à-dire les poids et les biais à l'erreur minimale de validation, c'est-à-dire avant sur l'apprentissage. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, cette erreur-là, quand vous la calculez, elle n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire que vous avez une erreur de l'ordre de 10 puissance moins 2, alors que vous avez, par exemple, besoin d'une erreur de 10 puissance moins 4. Hein? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et quelles sont les causes que vous n'ayez pas trouvé une erreur à votre guise, que vous n'avez pas solutionné le problème avec une erreur de validation qui vous arrange. Je ne parle pas d'erreur d'apprentissage. L'erreur d'apprentissage, on peut obtenir n'importe quelle erreur pour peu qu'on continue l'apprentissage. Ça veut dire si je tends vers l'infini, je vais obtenir une erreur qui tend vers 0. Donc dans ce cas-là, si votre erreur de validation n'est pas satisfaisante, et donc vous devez revenir et refaire l'apprentissage. Mais avec de nouvelles données. D'accord? Avec de nouvelles données. Ça veut dire que si vous lui donnez les mêmes données, vous allez avoir le même résultat. D'accord? Aux mêmes hypothèses et aux mêmes actions, on va avoir la même réaction. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il faudra changer pour essayer d'avoir une erreur de validation encore meilleure? J'attends vos réponses. Réfléchissez un peu. Il y a deux choses qu'on peut changer. On peut améliorer, c'est des améliorations. On vient détériorer, hein, je ne sais pas. L'apprentissage le dira. Le cœur de l'apprentissage, c'est les données. Si votre erreur de validation n'est pas satisfaisante, ça veut dire que vous avez peut-être un manque de données. Ou que vous n'avez pas utilisé vos données comme il faut, ou bien réparti vos données entre apprentissage et validation comme il le faut. Ou bien que vous n'avez pas assez de données. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est le problème topologique. Est-ce que votre topologie est adéquate à votre problème? Si votre réseau de neurones est trop grand, eh bien, vous allez
peiner à avoir une erreur de validation satisfaisante. S'il est trop petit aussi, c'est pareil. Donc peut-être que votre topologie n'est pas adaptée. Et donc là, il faudra changer la topologie. D'accord? Donc voilà les deux éléments clés, en fait, pour le réseau de neurones. C'est est-ce que vous avez assez de données informatives pour obtenir une erreur de validation souhaitée, ou alors est-ce que vous avez un réseau qui peut répondre à la complexité de votre problème. Les deux problèmes qu'il y a, et là vous allez, en fait, si vous voulez, le génie, enfin le génie entre guillemets, ou l'intelligence entre guillemets aussi, du designer ou du créateur du réseau, ça va être en fait de trouver le bon trade-off entre la topologie et la compréhension des données et la mise à disposition pour l'apprentissage et la validation des données adéquates. Comme dit dans le cours, ce problème, il est partiellement, si vous voulez, solutionné par les DEEP, les architectures DEEP Neural Network, ou les réseaux de neurones profonds. Hein. Il est solutionné, pas totalement, mais il est partiellement solutionné par ça. Pourquoi? Parce que là, les réseaux sont grands, pour peu qu'on fasse des couches de convolution qui sont adéquates, c'est-à-dire que c'est des réseaux qui contiennent énormément de neurones. Donc la topologie n'est pas un problème, on agrandit la topologie et on laisse travailler. Et on lui balance toutes les données qu'on a. On ne fait pas de tri de données, il les fera dans les couches de convolution. Donc voilà la solution qu'on a trouvée. Et cette solution, elle se paye comment? Elle se paye cash en temps de calcul et en complexité. Très bien. Donc quand on n'avait pas le deep network, le designer ou le solutionneur, si vous voulez, en neurosciences, eh bien, il mettait beaucoup de temps à étudier ces données et à optimiser son réseau. Donc, très bien. Voilà, je finis donc la série pour le perceptron multicouche. J'avais fait, je crois, un exercice et je vous ai mis à disposition une série pour les cartes de Cohen. Concernant le réseau RBF, on avait fait un petit exemple au cours. Donc, si vous revenez à mes vidéos sur le chapitre RBF, vous allez voir un exemple sur le ou exclusif, je crois, et comment est-ce qu'on peut choisir et trouver les poids et les pieds d'une manière intuitive. Maintenant, je ne vois pas l'avantage de faire un exercice sur les RBF. Pourquoi? Parce que en fait, la mise à jour du RBF est exactement la mise à jour qu'on va utiliser pour l'exercice 4, hein, c'est-à-dire la règle du perceptron. Et bien sûr, la couche de sortie du réseau RBF, c'est l'application de la règle du perceptron. Maintenant, la couche cachée, c'est le choix de la position et de la largeur des gaussiennes. Et comme on a dit dans le cours, la première approche, c'est de faire ou de mettre si vous voulez, des clusters, plutôt des gaussiennes, avec des positions, c'est-à-dire des centres et des dilatations aléatoires. C'est une solution. C'est une solution. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Donc vous avez un exemple court, mais bon, si vous voulez, on pourra en discuter lors d'une séance vidéo et puis vous pourrez poser vos questions. Si vous avez un exercice en RPF, on peut faire ça. Ça me dérange. Très bien, donc voilà. Là, si vous voulez, vous avez des éléments de réponse. Je vais mettre tous les éléments de réponse de tous ces exercices-là sur la plateforme et on pourra en discuter lors d'une séance de questions-réponses ou de séance questions-réponses
voilà, on a le temps. On va le faire au courant du mois de juin. Voilà, parfait. Donc, il nous restera une dernière, si vous voulez, vidéo qui va porter sur le TP, sur Python, sur l'installation d'Anaconda et sur l'utilisation de Python pour faire justement du learning. On va faire un exemple sur la rétropropagation de Gradients et un réseau classique MLP ou perceptuel. Donc très bien, donc je vais m'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo.